Je vous remercie. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Lionel Royer-Perrault. Merci, Monsieur le Président. Mon général, le groupe Renaissance considère que la LPM, la loi de programmation militaire, s'inscrit avant toute chose dans un contexte d'efforts de défense continu. Je pense qu'il faut, par le principe, poser le fait que cette loi de programmation militaire intervient après une loi de programmation militaire de réparation qui a été intégralement respectée. Vous l'avez dit aussi, cette LPM n'est peut-être pas, et je crois que c'est important de le rappeler, n'est pas uniquement un objet financier. Cette LPM s'inscrit avant toute chose dans l'analyse d'un contexte géostratégique et des menaces évolutives telles que vous avez pu les préciser, que ce soit dans le contexte ukrainien que nous connaissons maintenant tous bien, dans le contexte africain également, et dans la zone Indo-Pacifique, et vous l'avez notamment rappelé. Et donc, nous considérons au sein du groupe Renaissance que cette LPM est un outil majeur, bien évidemment, d'évolution de nos armées, d'adaptation de nos armées. C'est un outil en même temps de message diplomatique, et vous l'avez dit également à cet instant. Et nous considérons aussi que c'est un outil de message politique, et nous n'imaginons pas un seul instant que cette LPM, ce débat qui fait quelque part un lien entre la nation et ses armées, soit l'objet de postures politiciennes. Ceci étant, cette LPM aussi suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup d'interrogations. Le ministre hier s'est exprimé et a notamment évoqué ses ambitions sur la partie de modèle d'emploi de nos armées, sur la nécessité de fidéliser mieux encore les nouvelles générations qui font la démarche de s'intégrer professionnellement dans les armées. Et donc, est-ce que vous pourriez, à cet égard, nous faire un certain nombre de déclarations sur ces objectifs? Deuxième chose, vous nous avez, cette LPM, et le ministre hier l'a indiqué, sur la partie des drones, et donc avec un effort considérable de 100% sur le budget consacré aux drones. Et est-ce que vous pourriez nous donner là aussi quelques précisions complémentaires à cet égard? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président. Mon général, comme celle du ministre des Armées hier matin, votre audition, vous vous en doutez, était très attendue. Nous avions tous, je crois, l'espoir que la cadence budgétaire de cette nouvelle loi de programmation militaire soit à la hauteur des ambitions de nos armées, dès la première marche en 2024. Force est de constater que celle-ci se voit à nouveau insatisfaite. Mon général, vous êtes légionnaire. Aussi, à l'image de ce corps d'armée de terre, de l'armée de terre, corps d'excellence, j'irai droit au but. Notre modèle d'armée était centré sur les OPEX. Vous avez été un des initiateurs du tournant vers la haute intensité. La LPM dont nous discutons devait nous préparer à cet enjeu de la haute intensité. Pourtant, tous les programmes auront du retard, y compris ceux de l'armée de terre qui voient le programme Scorpion étalé dans le temps. De multiples compagnies de combat vont être supprimées. Le budget de cette LPM est très en deçà de ce qui est nécessaire pour se préparer à des conflits non plus asymétriques, mais d'État à État. Je suis bien conscient, mon général, que nos armées ne sont pas responsables de cette LPM au rabais, et c'est aux politiques de s'en expliquer. À l'instar des députés de mon groupe, je tiens d'ailleurs à témoigner de ma reconnaissance pour nos militaires qui se dévouent à leur pays et qui subissent depuis longtemps, trop longtemps, des décisions politiques hors sol. Néanmoins, dans le cadre de cette audition, pouvez-vous nous dire en quoi cette LPM permet selon vous de préparer la haute intensité? Pouvons-nous avoir l'assurance qu'avec cette LPM, nous serons prêts alors que les moyens basiques, essence, équipements manquent cruellement? Aurons-nous la masse critique pour affronter des armées nombreuses et bien préparées? Je rappelle que même le SNU sort du champ de cette LPM, alors que ça peut être aussi un outil pour attirer les jeunes et susciter des vocations. Enfin, que pouvons-nous dire sur la formation des élèves officiers et sous-officiers pour les préparer à ces conflits durs? Merci. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, Général, pour vos propos liminaires et votre présence devant notre commission. Les quelques pages du rapport annexé au projet de LPM questionnent à plusieurs égards.
En premier lieu, je constate les multiples renoncements ou réductions de cibles. En tout cas, en 2018, le MINARM prévoyait 169 HIL en 2030 et à présent seulement 20. Dans la LPM 2019, la cible était de 185 Rafale Air, à présent 137. La Marine, 5 FDI, 3 en 2030. L'armée de terre, 200 Charles Leclerc rénovés, finalement 160. Et pour la défense sol-air, la cible reste la même, 8 systèmes en 2030, alors que le rétexte ukrainien signale que l'enjeu est d'importance. Ces renoncements s'expliquent-ils par une forme de défaillance ou d'incapacité de notre BITD ou par un choix différent, la conception d'un autre format pour nos armées? Si je partage globalement le constat sur le fait de se préparer à un engagement majeur, est-ce que ces renoncements nous permettent réellement d'être crédibles? Vous le savez, j'ai été rapporteur d'une mission consacrée aux fonds marins. Vous avez parlé de l'enjeu du multimilieu. Le rapport évoque une capacité moyen et grand fonds, drones et robots, et que jusqu'à horizon 2035, nous aurons une poursuite des incréments. J'aimerais que vous précisiez exactement le sens, même si je crois savoir qu'en réalité, ça ne signifie pas une hausse des capacités, et je crois que ça n'est pas à la hauteur du besoin. Je souhaiterais également vous interroger sur la participation des armées à la sécurisation des JO. La légère augmentation de la provision de 800 millions pour les OPEX et les MICINT laisse penser que le financement pourrait s'élever qu'à 50 millions, mais j'aimerais savoir exactement en fait quelle est la quote-part que les armées vont payer pour la sécurisation des JO. Et enfin, la question du SNU. Le ministre hier a dit que, in fine, la contribution des armées devait être marginale. Est-ce que vous avez des précisions sur le volume attendu et sur la nature de la contribution des armées à ce projet de SNU? Merci. Merci. Mon général, après ces 4 premières interventions, je vous propose de faire une première série de réponses, si ça vous convient. Alors, je vais essayer de globaliser un peu les réponses, parce qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont... Comment ? Tout d'abord, en ce qui concerne... je pense qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai essayé d'insister manifestement insuffisamment. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette LPM2, qui vient derrière une LPM1, qui était une LPM de réparation, qui a déjà remis un certain nombre de choses, et qui nous amenait vers une ambition opérationnelle qui avait été fixée, ambition opérationnelle 2030, qui était en fait la date sur laquelle on estimait qu'il fallait être prêt pour être au meilleur niveau possible pour s'engager en haute intensité. En fait, on a été probablement un peu rattrapé par les événements, mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'on voulait aller lentement qu'on estimait qu'il fallait être prêt en 2030. Quelqu'un l'a dit, en fait, on est une armée, comme la plupart des armées occidentales, sinon la totalité, qui, en fait, durant ces 20 dernières années, s'est engagée face aux terroristes militarisés sur des opérations qui étaient dures. Je ne ferai pas injure à nos soldats en disant qu'on a conduit des guerres faciles, que ce soit en Afghanistan ou au Mali. C'était des guerres qui étaient très, très dures. Mais néanmoins, on est tous conscients qu'en fait, on agissait dans un relatif confort opérationnel. Parce que la troisième dimension était maîtrisée par nous, parce qu'on ne s'est jamais posé la question sur la sécurité de nos voies d'approvisionnement, qu'elles soient aériennes, maritimes et voire terrestres pour la plupart. Bien évidemment, il y avait un ennemi qui était compliqué, dur, et à qui on faisait la guerre. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a un vrai changement d'échelle pour être prêt à faire un conflit de haute intensité. Et donc, ce changement d'échelle, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Déjà parce que, et je vais y revenir, il y a un sujet de cohérence dans le développement pour être prêt à faire la haute intensité, et que cette cohérence avait été un peu mise à mal parce qu'on s'était focalisé sur un autre type d'engagement. Mais c'est aussi un sujet de formation et d'entraînement, et que pour être prêt à faire la haute intensité, ce n'est pas la juxtaposition des soldats qui s'engageaient dans un conflit contre des groupes terroristes militarisés. Et les images en Ukraine sont à ce titre-là assez, en tout cas pour les yeux des militaires, assez éclairantes, où manifestement l'armée russe est une armée qui n'a pas su s'entraîner et se préparer à la guerre de haute intensité, à la fois dans son organisation du commandement, à la fois dans le développement de son système logistique et à la fois dans son système de manœuvre, de combat, interarmes et interarmées. Donc, allez vite. De toute façon, si on doit s'engager pour les armées, si on doit s'engager cette nuit, on s'engagera cette nuit avec ce qu'on a. Donc, ce n'est pas une question est-ce qu'on arrivera à faire ou on n'arrivera pas à faire. Oui, mais on a prévu quelque chose. Et cette LPM vise à développer ces capacités qui sont bien évidemment supérieures à la fin de la LPM quand on a commencé, heureusement. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, pour moi, le point clé est vraiment un sujet de cohérence.
Et ça doit répondre. Comme je vous l'ai dit, en fait, il faut qu'on aille au-delà de la possession d'un parc. Si on n'a pas l'autonomie logistique pour déployer les moyens qu'on a achetés, en fait, on n'a pas répondu au problème. Donc c'est quelque chose qui ne posait pas de problème tant qu'on s'est engagé à hauteur de 5000 hommes en Afghanistan ou au Mali, puisqu'en fait on ne déployait pas la totalité des moyens. Donc on pouvait finalement avoir une autonomie logistique et des munitions pour seulement une partie des moyens qu'on avait désengagés. Tout le monde a bien compris qu'en termes de menaces de haute intensité, c'est évidemment un volume de force qui serait bien supérieur à celui-là qui devrait être déployé. Et donc, on ne peut pas seulement courir à la cible capacitaire stricto sensu détenue dans nos hangars, qu'ils soient avions, bateaux ou véhicules blindés. Mais c'est bien quelque chose qui doit se construire aussi avec un rattrapage sur nos stocks de munitions, une capacité en MCO pour conduire l'activité et des moyens d'entraînement et des moyens logistiques. Et donc, en fait, c'est ceci qui explique aussi la manière dont on procède et qu'il y a véritablement un rattrapage pour se mettre en termes de cohérence au niveau des défis auxquels on pourrait être confronté. La deuxième chose, c'est que quand on parle de conflits de haute intensité, encore plus que d'engagement contre le terrorisme militarisé, c'est bien évidemment, là aussi, je l'ai dit, un sujet de collectif et d'engagement en multinational. Alors la France veut conserver des moyens pour être capable d'agir seule. Je pense qu'ici, tout le monde en est bien conscient de l'importance de ça. Donc ce qui a aussi induit un certain nombre de choses dans les moyens qu'on doit continuer à détenir. Pour un certain nombre de pays, cette question-là se pose beaucoup moins. En fait, eux ne considèrent qu'ils ne peuvent s'engager qu'au sein d'une alliance ou qu'avec un allié majeur, et que si cette alliance ne le fait pas et si cet allié majeur ne le fait pas, en fait, ils ne le feront pas. Ce n'est pas la position française. Donc ça nécessite aussi de conserver un certain nombre de moyens que vous appelez quelquefois un peu échantillonnaires. Mais ça, je pense que c'est véritablement, en fait, la caractéristique de la France. Et ces caractéristiques-là, c'est le fait qu'on ait des possessions outre-mer et qu'on doit être capable de répondre à la tyrannie des distances. C'est qu'on a comme credo de dire on doit être capable d'agir en autonome et pas adossé à un allié plus puissant, mais que si celui-ci ne le fait pas, on ne pourra pas le faire. Et c'est qu'on croit aussi au pilier européen de la défense. Et tout ceci est extrêmement structurant et explique la manière dont on est organisé et explique la manière dont les contrats opérationnels sont construits. Et qu'on a pour ceci une dissuasion nucléaire qui est le socle de notre défense et que les autres fonctions ou les autres besoins, les autres capacités s'articulent autour de ça. Donc je pense que ça explique assez bien pourquoi cette loi de programmation militaire, elle est construite de cette manière-là, en respectant la cohérence et en respectant les volontés d'autonomie et d'indépendance de la France. Voilà, maintenant, il y avait quelques questions qui étaient un tout petit peu plus... donc, je ne parlerai pas de LPM au rabais. Objectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça. Je veux dire, l'effort de la nation qui est fait est extrêmement important. Et que cet effort-là, il est effectivement employé et distribué pour permettre d'exercer un modèle, finalement, de défense français qui est quelque chose sur lequel, finalement, tout le monde comprend bien sur quoi il est construit. Sur le sujet préparation, sur le sujet formation, c'est, comme je vous l'ai dit, si les hommes et les femmes sont l'élément essentiel de la défense d'un pays, ça veut dire que la manière dont on adapte les armées, c'est quelque chose sur lequel la formation est toujours le premier élément sur lequel on peut jouer, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc la haute intensité, effectivement, un renforcement des forces morales, mais aussi probablement une subsidiarité encore plus grande, la capacité pour nos soldats, et donc à commencer par leur chef à tous les niveaux, d'utiliser la technologie, et pleinement, je pense qu'il y a un vrai sujet de subsidiarité. Dans un combat de haute intensité, en fait, on aura des gens qui finalement seront beaucoup plus coupés de leur chef qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui dans les opérations qu'on conduit, ce qui, je le répète, sont déjà des occasions dures et qui nécessiteraient une vraie autonomie de décision et de capacité à comprendre tout ça. Sur les contrats opérationnels, ce que je voulais juste dire, cohérence avant la masse, mais ça, je l'ai bien expliqué, pourquoi la cohérence, à mon avis, était quelque chose qui était indispensable. Ensuite, probablement un sujet de réactivité avant l'endurance, à comprendre comme dans notre progression vers être prêt à la haute intensité, il faut mettre aujourd'hui l'effort sur la réactivité, être capable de réagir vite au fur et à mesure de la LPM. Finalement, l'endurance
viendra compléter la réactivité. Mais aujourd'hui, il faut commencer par là. Et ensuite, je pense que c'est très important le rôle de nation cadre dans les contrats opérationnels, et c'est vrai dans le domaine maritime, avec un groupe aéronaval qui est forcément un agrégateur de pays. Quand le groupe aéronaval se déploie, en fait, très facilement, vous avez un certain nombre de pays qui contribuent avec des frégates, avec des moyens, des avions de patrouille maritime qui viennent s'agréger à ça, parce que c'est quelque chose qui structure. C'est vrai dans le domaine terrestre, aussi avec la capacité à conduire une nation cadre au niveau division, au niveau Warfighting Corps, c'est-à-dire le niveau le niveau auquel la bataille se conduit aujourd'hui, c'est-à-dire façonne l'adversaire dans la profondeur, et en fait celui finalement sur lequel on a le plus, en termes de décision, les moyens de voir la profondeur du champ de bataille. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est important en termes d'autonomie politique. Et c'est vrai dans le domaine aérien, avec un système, un COMGIFAC, qui est capable de conduire des opérations aériennes, plusieurs centaines d'opérations aériennes par jour, avec des moyens de surveillance aérien, des moyens de ravitaillement, qui ont ça aussi, en fait, ce qu'on appelle les moyens qui rendent cohérent un engagement aérien, sans lesquels, finalement, on ne fait que des patrouilles, si on ne les a pas. Un sujet, le sujet fidélisation, qui est quelque chose qui est effectivement extrêmement important. En fait, si on considère que les hommes et les femmes qui sont dans nos armées sont notre bien le plus précieux, et je l'ai dit, en fait, un décalage entre le niveau de suggestion militaire et la manière dont le monde civil vit, assez logiquement, en profitant de tel que le monde est aujourd'hui, et tant mieux. La fidélisation est quelque chose qui est extrêmement important, avec des réflexions à marché de l'emploi. On n'est pas un monde à part. On doit absolument comprendre cette mobilité-là et voir comment notre système doit rester capable de ne pas être trop décalé avec ça. Voilà. Donc là, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en compte. Mais je rappelle la nécessité d'être extrêmement mobile, parce que le marché de l'emploi, lui, est très mobile. Donc si on fait des choses qui sont un peu trop lourdes et trop figées, finalement, même si les décisions qui sont prises, finalement, se retrouvent forcément décalées. La question sur les JO, bien évidemment, en ce qui concerne la JO, qui est un événement, non pas national, mais international, un vrai rendez-vous pour notre pays. En fait, il est tout à fait logique que les armées y contribuent, y prennent leur part. Donc, les armées sont intégrées dans la montée en puissance du dispositif. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà prévues, sur lesquelles les armées, en fait, comme je vous l'ai dit, le volet contribuer à protéger les Français contre la dangerosité du quotidien. Et en fait, un peu plus que les Français, ce sera les athlètes, les Jeux Olympiques contre la dangerosité du quotidien. Donc c'est quelque chose qui est prévu et qui s'adaptera en finale assez logiquement. Pour nous, pour moi, le défi étant de bien réussir à anticiper ces affaires-là, alors qu'il y a un certain nombre de choses qui risquent d'arriver un peu au dernier moment. Mais on va se débrouiller pour ça. Voilà. Merci, mon général.